Bienvenue sur mon podcast Indépendance affective, le podcast vers l'unité en soi, libérée de la dépendance affective. Je suis Olivia Saxby, thérapeute et auteure de la méthode Envie, de la guérison de l'enfant intérieur à la souveraineté personnelle. Comprendre et guérir nos blessures émotionnelles. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer une série de 6 épisodes au sein de ce podcast Indépendance affective sur les blessures émotionnelles ou autrement dit les blessures qui empêchent d'être soi-même, les blessures de l'âme comme on les appelle aussi également. Je vais vous proposer à travers ces 6 épisodes, ces 6 prochains épisodes, à commencer par aujourd'hui, vraiment une lecture, ma lecture de ces différentes blessures, mon interprétation, comment je la perçois en séance, comment je la perçois aussi dans mon quotidien, moi, dans ma vie. L'idée étant de vous apporter un éclairage pour mieux comprendre ce qu'elles sont, ces blessures émotionnelles, comment elles apparaissent, pourquoi elles sont là, dans quel but, dans quel sens, et quelles sont leurs conséquences. Et à travers les différents épisodes, donc aujourd'hui on va vraiment introduire le concept des blessures émotionnelles à travers une dimension spirituelle. Et sur les 5 autres épisodes, on verra en revue un peu plus dans les détails chacune de ces blessures, donc l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation. À travers justement notre sujet qui nous intéresse, nous, l'indépendance affective, la souveraineté affective. Que sont les blessures émotionnelles ? Nous sommes un être spirituel qui vient faire, à travers cette vie, une expérience physique afin de permettre à notre âme de croître, de grandir, de faire des expériences, parce que c'est à travers l'expérience que notre âme peut comprendre, grandir et vivre sa croissance. À travers cette vie et les autres vies, on vient en quelque sorte faire un chemin, un grand chemin très long qui nous permet finalement d'aider notre âme à grandir. Donc cette vie que nous vivons ici, c'est comme une journée d'école pour notre âme qui vient donc expérimenter et apprendre quelque chose sur son chemin d'incarnation physique. Et donc, évidemment, l'âme, au départ, elle choisit son papa, sa maman, et elle les choisit dans le cadre d'un contrat d'incarnation qui a été établi auparavant avec ses 2 autres âmes, le papa et la maman. Et évidemment, en tant qu'âme, elle est connectée au tout, elle est énergie, elle fait partie de l'ensemble de l'univers et elle n'est pas incarnée dans un corps physique. Et donc, elle vient s'installer progressivement dans le fœtus qui va lui servir de véhicule au sein du corps de sa maman. Et donc tranquillement, elle grandit, elle s'installe de plus en plus et de mieux en mieux, jusqu'à un certain moment vivre cette naissance qui va consister en soi en une première expérience de séparation. C'est-à-dire que jusqu'à la naissance, l'âme est d'abord un corps éthéré, un corps spirituel, un corps énergétique uniquement, qui vient du coup faire l'expérience de la matière dans un corps, dans un fœtus, dans un corps qui est d'abord porté par la mère. Et la transition de l'état spirituel à l'état physique se fait de façon très, très douce. Et effectivement, la naissance en tant que telle répond, ou en tout cas correspond à un événement extrêmement violent et extrêmement brutal de réalisation de l'état physique. Et donc, c'est la toute première expérience de séparation et donc de dualité. Et ça, c'est très violent pour une petite âme. Mais elle est venue l'expérimenter, sauf qu'elle a oublié qu'elle est venue l'expérimenter. Et donc, elle va avoir toute sa vie pour s'en souvenir, pour s'en rappeler après, ultérieurement. Et donc, cette petite âme, elle est incarnée dans ce petit corps physique, elle a froid, elle commence à respirer, il y a du bruit partout, enfin, c'est très, très, très compliqué. Et donc, elle est tel un petit mammifère qu'elle est véritablement,
qui a évidemment besoin de ses parents et du groupe social auquel elle appartient pour pouvoir survivre. Elle a besoin que ses parents lui donnent de l'amour, elle a besoin que ses parents la mettent en sécurité et elle a besoin que ses parents la reconnaissent et l'intègrent en quelque sorte au sein de ce groupe dans lequel elle débarque complètement. Et donc, elle apprend. Elle apprend finalement à travers les comportements de ses parents. Elle apprend à travers les comportements de ses référents qui sont ses seules références, puisque évidemment, elle ne connaît qu'eux et c'est de eux dont dépend sa survie. Si elle veut survivre, elle n'a pas d'autre choix que d'adopter les comportements de ses parents pour pouvoir se faire aimer d'eux et pour pouvoir, en tant que petit mammifère, obtenir cette reconnaissance, cette intégration dans le groupe, cet amour et cette sécurité physique et par extension, cette sécurité affective. Et donc elle va adopter leurs comportements, elle va adopter leurs croyances, elle va adopter, tout un tas de choses et elle va aussi et surtout les positionner en tant qu'être référent évidemment, mais donc elle va positionner son papa, tout comme sa maman, comme étant des références absolues. Tout ce que je vous explique là, c'est comme des principes inconscients qui sont engrammés à l'intérieur de l'être, de tous les êtres que nous sommes et expliquent la manière dont les choses se passent par la suite. Et donc en fait, elle va choisir un contexte avant de son incarnation, elle aura choisi un contexte, un environnement familial, social, sociétal, qui va lui permettre de travailler les expériences, de réaliser les expériences et les apprentissages qu'elle s'est donnés un petit peu avant son incarnation. Dans le cadre d'un contrat d'âme qu'elle a fait avec ses parents et généralement sa famille d'âme d'une manière générale. Donc dans sa famille d'âme, elle va retrouver les grands partenaires de sa vie. Et quand je dis les grands partenaires de sa vie, ça peut être les personnes qu'elle va aimer le plus, tout autant que les personnes qu'elle va détester le plus et qui vont lui faire le plus de mal. Ces personnes-là aussi peuvent en quelque sorte être considérées comme des partenaires, puisque c'est grâce à ces épreuves de vie extrêmement douloureuses que l'âme va pouvoir grandir. En tout cas, avoir l'opportunité de grandir. Il restera son libre arbitre, évidemment, où elle pourra choisir ou pas de transcender cette expérience, quelle qu'elle puisse être. Et donc, on a notre petit mammifère qui grandit petit à petit, qui a un cerveau dont les ondes, dont la fréquence est extrêmement lente, qui lui permet d'intégrer un nombre d'informations considérable. C'est d'ailleurs, pour information, ces fréquences d'ondes que nous allons chercher dans les états modifiés de conscience pour pouvoir réintégrer et reprogrammer les informations du cerveau. Et donc, ce petit être, il a donc une capacité d'apprentissage qui est immense. Durant son enfance, en tout cas sur les 8, 10 premières années de sa vie, il va en quelque sorte incuber toute une série de petites ou grandes blessures. Il va incuber ses blessures d'abandon, peut-être, ses blessures de trahison, peut-être, ses blessures de rejet, peut-être, ses blessures d'injustice, peut-être, et ses blessures d'humiliation, peut-être. Sachant que ces blessures sont la plupart du temps, et je ne vais pas développer ça dans ce podcast maintenant, puisque je vais le développer dans les podcasts suivants sur chacune des blessures, mais ces blessures sont en lien avec soit notre parent du même sexe, pour notamment le rejet et l'injustice, soit le parent du sexe opposé pour l'abandon et la trahison. Et donc, évidemment, on va, à travers les comportements de nos parents, à travers ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait que nous aurions aimé qu'ils fassent ou ce dont nous aurions eu besoin qu'ils fassent, nous allons justement générer en nous un certain nombre de blessures qu'il va nous appartenir de guérir à partir de l'âge adulte. Donc en quelque sorte, ces blessures émotionnelles, on va les avoir générées et incubées pendant notre enfance et il va être de notre responsabilité, sachant qu'on fait tous comme on peut et aussi comme la vie nous présente les choses, on va passer notre vie d'adulte
à les nettoyer, à les comprendre, à les mettre en lumière et à les libérer, et cetera, et cetera. Mais en tout cas, face à ces blessures que nous avons incubées, le petit être va mettre en place toute une liste de réponses émotionnelles qui vont chercher quelque part presque à le faire survivre ou en tout cas à le protéger, à le rassurer, à le voilà. En fait, toutes les réponses liées à nos blessures et donc tous nos comportements répétitifs de dépendance affective, par exemple, puisque nous parlons de ça aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast, c'est notre sujet qui nous intéresse, sont en fait des réponses d'adaptation sociale. Et donc évidemment, comme je le disais à l'instant, elles ont été très, très, très utiles pour ce petit être que nous étions à un certain moment donné de notre enfance, parce que c'est ce que notre système a cru être juste et bon pour pouvoir, voilà, peut-être, se faire remarquer, peut-être attirer l'amour de nos parents à un moment donné, peut-être à travers une perception, d'une préférence dans la fratrie, à travers, une perception, de reconnaissance ou à travers une perception, voilà, selon si, les parents sont plus ou moins ouverts dans la discussion, dans la communication, si on a eu des parents qui étaient plus ou moins présents et cetera. En fait, en fonction de tout ce que le petit être a reçu ou n'a pas reçu, le petit être va développer différents comportements en réponse à cela. Et donc, ces réponses, ces adaptations sociales et ce que, on peut aussi appeler des masques, ils ont été utiles, ils ont été quand même considérablement utiles et ils nous ont peut-être même sauvé la vie à un moment donné. Et donc on les a imprimés. Elles font partie de nous dans une certaine mesure puisque en fait, ce sont des réponses totalement inconscientes qui sont imprimées dans nos cellules et qui vont générer des comportements, en fonction de ce que la vie de notre ou ce que notre environnement, les événements vont nous proposer. Et donc on s'est construit avec ces comportements et ces réponses inconscientes. Ce qui est très important à retenir ici aujourd'hui, c'est que ces réponses émotionnelles à nos blessures conditionnent la perception que nous avons de la vie et donc conditionnent la manière dont nous répondons, dont nous réagissons à notre vie et à notre environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'avais 5 ans, si, pour me faire remarquer parce que je cherche l'attention de mes parents, j'ai tendance à parler très fort et à raconter beaucoup de blagues, heu, mais qu'en fait, je me mets, souvent, en difficulté et que finalement j'attire l'attention d'une manière, qui peut être parfois gênante, hein, je ne sais pas. Et bien, en fait, cette réponse-là, ce comportement-là que j'ai en société pour exprimer aussi peut-être ma gêne ou mon manque de confiance en moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas véritablement ma personnalité qui s'exprime. C'est un conditionnement en réponse à cette blessure que j'ai générée étant petite ou étant petit, dans le but de m'intégrer et d'être reconnue, aimée et protégée de mes 2 référents notamment, qui ont donné ou pas donné, plus ou moins, ce dont j'avais besoin. Donc évidemment, il y a pas de curseur, hein, parce que peut-être que je vais avoir des parents très protecteurs et que finalement je vais avoir un gros manque de confiance en moi. Ben oui, parce que peut-être que mes parents très protecteurs ne m'ont pas aidé dans mon développement de mon autonomie et de ma sécurité. C'est-à-dire qu'en étant si protecteur, peut-être que je vais interpréter les choses et ne pas me sentir en sécurité par moi-même et avoir systématiquement besoin d'eux pour me sentir en sécurité. À l'inverse, peut-être que le fait d'avoir été protecteur à ce niveau-là, peut-être que mon frère qui aura eu les mêmes parents ou ma sœur qui aura les mêmes parents que moi, avec le même type d'éducation que moi, elle, au contraire, va développer une très, très grande confiance en elle ou en lui avec une assurance, très positive, que moi je n'ai pas développée. Pourquoi? Bah, parce que peut-être que ça dépend, un de ce que je m'étais donné, de vivre et d'expérimenter à travers mon incarnation
et 2, dans ma perception, je vais voir les choses différemment. Quoi qu'il en soit, je reçois ce que mon âme a besoin pour pouvoir évoluer. Peut-être que je ne reçois pas du tout ce dont j'ai besoin, peut-être que je reçois ce dont j'ai besoin en tant qu'être physique, mais en tant qu'âme, par rapport à l'expérience que j'ai besoin de faire pour faire évoluer mon âme, eh bien, je vais, recevoir ce dont j'ai besoin. Et donc effectivement, dans mon conditionnement, je vais avoir comme conséquence peut-être une grande assurance dans la vie en général, ou bien au contraire un grand manque de confiance en moi. Peut-être que je vais devenir quelqu'un de très contrôlant parce que, j'ai, ce besoin d'être utile ou d'être parfaite et donc du coup, je vais toujours me mettre en avant pour pouvoir être utile ou être parfaite. Et de ce fait-là, je vais peut-être déclencher des burn-out parce que je suis tellement dans le contrôle qu'en fait, j'en fais trop et que du coup, voilà. Ou alors peut-être que je vais aussi avoir une hyper émotivité parce que, comme je prends les émotions de tout le monde, parce que c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on va mieux m'aimer, eh bien, de ce fait, je suis hyper émotive et donc je n'arrive plus à vivre correctement ma vie, par exemple. En fait, c'est comme si toutes ces conséquences faisaient on était comme si on n'était pas nous-mêmes et que ces conditionnements, généraient donc des comportements qui, étaient plus forts que nous et c'est le cas parce que de la même façon que mon inconscient va gérer ma respiration, ma transpiration, ma digestion, eh bien, de la même façon, il va gérer ses comportements inconscients d'hypercontrôle, d'hyperémotivité et cetera. Sauf qu'on a la possibilité véritablement d'agir sur, ces comportements inconscients en allant, mettre de la lumière sur ces blessures et ça, c'est la partie un peu délicate parce que c'est d'aller visiter ces blessures qui nous fait extrêmement peur. C'est la partie la plus compliquée. Donc ces différentes blessures, donc on en a, donc Lise Bourbeau qui est une grille de lecture que moi je trouve, intéressante parce qu'elle permet, de facilement identifier les différents comportements en lien avec chacune, des blessures et elle permet aussi d'amener une grande compréhension, de ces systèmes-là. Donc les 5 blessures que je développerai donc comme je l'ai dit, dans, 5 autres, podcasts, 5 autres épisodes de cette série sur les blessures émotionnelles sont donc l'abandon, dont la réponse émotionnelle et comportementale est la dépendance, la trahison, dont la réponse est le contrôle. Alors ces 2 blessures, abandon, trahison, correspondent aussi à ce qu'on appelle aussi un peu plus dans les milieux, de psychologie, tout ce qui est en lien avec l'attachement anxieux. On a comme autre blessure le rejet, dont la réponse, comportementale est le fuyant, la fuite. L'injustice, dont la réponse comportementale est la rigidité, le côté droiture. Donc là, on est dans un type d'attachement plutôt évitant. Et enfin, la dernière blessure qui est l'humiliation, dont la réponse, comportementale est donc le masochisme donc où on a, tendance à véritablement se complaire dans une situation où on se fait du mal. À chaque fois qu'un événement de vie surgit, à chaque fois qu'on a une blessure et notamment nous dans le cadre de notre dépendance affective, à chaque fois qu'on revit encore et encore une épreuve affective, amoureuse, douloureuse, ce n'est pas l'autre qui nous fait mal. Alors oui, si, il en est le déclencheur, mais en vérité, ce n'est pas le déclencheur qui est douloureux. C'est la réponse émotionnelle qui, va être générée à l'intérieur de nous parce que 2 personnes peuvent vivre une séparation, par exemple, ou même une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui va être extrêmement jaloux et dans les mêmes circonstances, quelqu'un qui ne va pas l'être du tout. Ce n'est pas donc le déclencheur, c'est pas l'autre, mon conjoint ou ma conjointe qui me rend jaloux. Non, c'est moi qui suis jaloux ou suis jalouse en premier lieu et c'est bien de moi que ça ne vient pas forcément de lui. Et ça, c'est quelque chose que on a des difficultés on a parfois des difficultés à intégrer finalement. Ceci dit, ce que j'exprime ici, c'est dans un cadre, de bienveillance, dans le cadre d'un couple, de bienveillance. Donc ce n'est pas ce que je vis
qui me fait souffrir. Ça, c'est le déclencheur, c'est ce que je vis. Mais c'est ce que ce déclencheur va déclencher en moi, donc la réaction comportementale ou la réaction émotionnelle face à ce que je vis, à cause de ma blessure non guérie, qui va me faire souffrir. Élise Bourbeau prend un exemple très intéressant, un petit exemple que j'aime bien raconter dans son livre. C'est cette histoire où, si j'ai une plaie ouverte dans la main, grande ouverte, elle suinte, elle est pas belle, je l'ai pas désinfectée, je m'en suis jamais occupée. Par contre, j'ai mis un gant dessus. Ça, c'est, ça, c'est ma réponse de protection face à cette blessure que je me suis faite il y a quelque temps, que j'ai incubée, pendant un certain temps. J'ai mis un gant dessus parce qu'effectivement, c'est ma réponse, c'est ma réponse. Mais un jour, je rencontre Pierre qui me serre la main et ça me fait très, très, très mal. Le lendemain, je rencontre Paul et ça me fait toujours très, très, très mal. Et le surlendemain, je rencontre Julie et qui me serre la main. À chaque fois, il me serre la main et ça me fait de nouveau très, très, très mal. Au bout d'un moment, il s'agit de réaliser que ce n'est pas Pierre, Paul ou Julie qui me fait mal en me serrant la main. Ça, c'est juste le déclencheur, c'est il me serre la main. Non, c'est ma blessure en dessous de mon gant qui est toujours suintante et qui est complètement infectée et dont je ne me suis pas occupée. Et plus le temps passe, plus les années passent, moins je m'occupe de cette blessure, plus elle va effectivement me faire mal. Donc la vie va m'envoyer des événements, des personnes qui vont me rappeler que j'ai cette blessure à l'intérieur de la main dont je ne me suis toujours pas occupée. Et donc il va s'agir en fait d'aller oser enlever le gant et de regarder la tête de la blessure. Et la blessure, souvent, effectivement, ça fait un moment que je m'en suis pas occupée, c'est pas beau à voir. Et notre ego, notre système tel qu'il est construit, il a pas trop envie d'aller visiter cette blessure qui est vraiment pas belle. Mais il faut le faire, il faut y aller, il faut enlever le gant et il faut aller soigner soi-même cette blessure. Effectivement, on va pouvoir s'aider, se faire aider d'un thérapeute qui va nous donner le bon pansement, le bon produit, le bon désinfectant, qui va, etc. Mais au bout d'un moment, c'est nous et nous-mêmes qui allons cicatriser ou pas. Et c'est nous et nous-mêmes qui allons faire le premier pas d'enlever ce gant quelque part. Donc on peut le faire avec quelqu'un et c'est vivement recommandé d'ailleurs, parce qu'il y a des professionnels qui savent guérir en quelque sorte. Cette personne qui saura vous accompagner sur votre chemin de guérison ne sera que le catalyseur de votre guérison. Mais la personne qui va vous guérir, c'est vous-même. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, finalement, quand on commence à enlever ce gant et de regarder en dessous, on prend conscience. Oui, imaginez, voilà, j'enlève le gant et je constate qu'en fait, waouh, il y avait quelque chose de vraiment pas beau sous ce gant. Et je prends conscience qu'il y a quelque chose dont je dois m'occuper. Et là, déjà, c'est qu'il y a quelque chose de très rassurant qui se passe, au-delà du choc du constat de la blessure. Il y a quelque chose de très rassurant qui se passe parce qu'on se dit: «Ah mais maintenant je comprends en fait pourquoi j'avais mal comme ça». Et ça, mais c'est vraiment un premier pas de libération qui est considérable. Enfin, je comprends pourquoi j'avais mal et waouh, c'est top ça. Et ensuite, la deuxième étape qui vient tout de suite derrière, c'est: «Mais en fait, je peux me guérir, donc je peux reprendre le pouvoir sur moi, sur mes comportements et donc sur ma vie». On est dans le cadre de la dépendance affective aujourd'hui, mais finalement, ce sujet-là, il peut s'adapter à énormément de dimensions dans nos vies, que ce soit, sociales, professionnelles, même familiales, et cetera. Et en fait, cette blessure que j'ai dans la main, je réalise qu'elle est absolument pas belle et que donc du coup, je commence à en prendre soin et effectivement, au fur et à mesure, je commence tout doucement à cicatriser et ça va quand même de mieux en mieux. Et finalement, en cicatrisant, je réalise que donc je peux reprendre le pouvoir sur moi. Et cette prise de conscience de prendre du pouvoir sur soi et du pouvoir sur sa vie, en termes de valeur de soi et en termes de confiance et d'estime de soi, ça fait toute la différence. On passe du stade à: je maîtrise pas ma vie, je maîtrise pas mes comportements, je ne m'aime pas parce que je ne sais pas trop qui je suis. En plus, je développe des comportements, des contextes, qui m'aident franchement pas à m'aimer moi-même parce que c'est pas franchement une réussite ma vie d'une manière générale. Donc on passe un peu de ce stade-là à: «Waouh, en fait, je commence à comprendre,
je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de ma main, de cette cicatrice dont je dois m'occuper et du coup, je reprends le pouvoir sur moi et donc du coup, je reprends prise et l'emprise sur ma propre vie et ce n'est plus l'autre avec un grand A qui dirige ma vie, ce n'est plus autrui qui dirige ma vie, mais tout doucement, je commence à pouvoir reprendre la main sur ma vie et donc toucher à cette autonomie, toucher à cette souveraineté et à reprendre le contrôle de moi-même et non plus me laisser aller et me laisser porter et d'avoir ce problème aussi de positionnement de moi-même dans ma vie, en fait. Qui suis-je? Bah, jusqu'à présent, j'étais toujours quelqu'un qui vivait à travers les autres et donc du coup, je ne savais jamais qui j'étais puisque entre vivre à travers Paul, vivre à travers Jacques et vivre à travers Julie, effectivement, à chaque fois, je dois m'adapter à leur personnalité à eux, donc à chaque fois, je suis quelqu'un de différent et donc à la fin de la journée, je sais toujours pas qui je suis. En revanche, si je me dis: «Bon, bah, Pierre, Paul et Jacques ou Julie, ils sont là, ils sont à côté de moi, c'est très bien», mais je décide de ne pas vivre à travers eux, ni à travers ma blessure qui me fait, pour en revenir avec cette petite enfance, cette blessure, elle me fait vivre à travers mes référents et donc en fait, quand on grandit, cette blessure continue de me faire vivre à travers autrui, en fait. Et donc là, je prends conscience que je dois vivre à travers moi-même. Je reprends le pouvoir sur moi-même, sur ma blessure et sur ma vie. Je comprends la nature des interactions que j'entretiens avec les autres, les différents équilibres qui s'entretiennent avec les autres. Comment finalement, eh bien oui, je suis tombée sur un contrôlant, mais finalement peut-être que c'est ma dépendance qui m'a maintenue aussi si longtemps dans ce contexte-là et peut-être que dans cette relation, c'était moi la contrôlante, sur, une autre personne et cetera et donc je comprends mes interactions et donc je reprends aussi ma responsabilité par rapport à autrui, où je lui rends aussi sa responsabilité à lui ou à elle de vivre et d'être exactement comme il a envie d'être et j'avance de plus en plus et de mieux en mieux vers une autonomie, une unité en moi avec plus de conscience de ma singularité, avec plus de conscience de ma valeur, avec plus de conscience de ma confiance en moi, de qui je suis, de ce que j'aime faire, de ce qui est important pour moi, de mes besoins, etc., etc., etc. Et donc, ce ne sont plus ces comportements inconscients qu'on avait jusqu'à maintenant qui dirigent notre vie, mais bien nous-mêmes, dans nos choix conscients que l'on fait au quotidien. Et dans les choix conscients, ça peut être la manière dont je vais répondre à un tel. Ça va être est-ce qu'aujourd'hui je rappelle telle copine ou pas. Et du coup, je vais aller boire un verre ou pas. Et lors de cette sortie, je vais rencontrer un tel ou pas, et cetera, et cetera. En fait, toute notre vie est conditionnée surtout par nos tout petits choix et non pas par les plus grands choix. Et nos tout petits choix, de la même manière que nous respirons et que nous respirons amplement et librement, eh bien, ces petits choix se font soit amplement et librement, soit guidés par nos blessures et donc pas du tout de façon autonome. Au contraire, on est prisonnier de nos blessures plutôt que d'en être libre. Et donc, effectivement, la conséquence de tout ça qui est extraordinaire, c'est qu'on transforme, en guérissant nos différentes blessures, on va transformer littéralement notre relation à nous-mêmes, puisqu'on va enfin se valoriser, se considérer manifestement. En fait, si vous voulez, c'est comme si la reconnaissance, l'amour et la sécurité physique, et du coup matérielle et affective dont mes parents avaient la responsabilité quand j'étais enfant et qu'ils m'ont donné de façon plus ou moins adaptée, raisonnable, correspondant à mes besoins. Cette reconnaissance, cet amour et cette protection, cette sécurité que j'attendais de mes parents, c'est comme si je continuais de l'attendre d'autrui. En fait, nos blessures viennent de ce que j'ai reçu ou de ce que je n'ai pas reçu, en tout cas de la manière dont j'aurais voulu le recevoir ou dont j'aurais eu besoin de le recevoir. Tant que je n'ai pas mis la lumière sur ce que je voulais que nos parents, ce que je voulais que mes parents me donnent, ce dont j'avais besoin que mes parents me donnent et qu'ils n'ont pas pu honorer ces besoins, quelles qu'en soient les raisons, on n'est pas du tout là ici pour blâmer nos parents, c'est pas du tout ça. Eh bien, en fait, ça revient à nous donner à nous-mêmes, en allant voir nos blessures, en mettant de la lumière dessus et
en les guérissant, ces blessures que nous avons, cela revient à nous donner à nous-mêmes la reconnaissance, l'amour et la sécurité, le sentiment de sécurité intérieure que nous devons nous donner à nous-mêmes. Et finalement, quand j'allais chercher avant, pour vraiment boucler ma boucle par rapport à cette histoire de séparation dont je vous ai parlé au tout début de ce podcast, quand je suis née, j'ai été séparée de ma mère. Et donc pour pouvoir redevenir quelqu'un de nouveau, j'ai attendu d'elle et de mon père la reconnaissance, l'amour et le sentiment de protection dont j'avais besoin et dont j'avais effectivement besoin en tant que petite âme, on est d'accord. Et du coup, j'ai cultivé le sentiment de séparation tout du long. Et je continue de cultiver dans l'ensemble de mes relations avec autrui cette séparation, puisque j'attends quelque chose de lui, inconsciemment, hein, j'entends. Et en fait, quand on a pris conscience de cette notion de séparation et qu'en fait on se dit: «Waouh, en fait finalement je n'ai pas besoin d'eux pour répondre à mes besoins puisque c'est à moi, dans ma responsabilité et dans mon autonomie, dans ma souveraineté, de répondre à mes propres besoins moi-même», je reviens dans l'unité à moi-même et donc je réalise que finalement je ne suis séparée de rien. Je ne suis séparée de l'autre que lorsque je suis séparée de moi. Lorsque je redeviens moi, lorsque je m'accueille dans toutes les dimensions de ma vie en libérant mes différentes blessures, je retrouve mon unité en moi et je retrouve euh, finalement mon autonomie, ma souveraineté. Et donc, même si je continue d'aimer l'autre sans aucun doute, je n'attends plus rien de lui. Et cela change absolument toute la vision que nous avons de la vie d'une manière générale et de notre raison d'être ici et du sens que nous allons donner à cette vie. Voilà pour ce premier épisode d'introduction. Je suis très très curieuse. Mettez en commentaire ce que ça vous inspire, si ça vous parle, si vous avez besoin de développer un ou plusieurs de ces sujets, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je serais ravie de pouvoir préciser tout ça. Et donc, on se retrouve sur les 5 prochains épisodes pour aller plus loin dans les comportements et les masques liés à l'abandon, à la trahison, au rejet, l'injustice et l'humiliation. Merci pour votre écoute et pour vos partages. Ce podcast est pour vous. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires s'il y a des points à approfondir pour un prochain podcast ou un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde pour vous. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous si vous pensez que cela peut aider. Cela permettra en tout cas d'augmenter la visibilité de ce contenu afin de permettre à d'autres personnes de le découvrir et d'en bénéficier. Merci à vous. Retrouvez toutes les informations pour me contacter ou commander mon livre Envie dans la description. À très bientôt.